Accord, désaccord avec Guillaume Durand. 8h43, Luc Ferry. Il tousse, il se mouche, mais il est philosophe, il est avec nous et nous sommes très heureux. Voilà, vous avez raison, vous me donnez raison. Trump, c'est l'anti-héros absolu ou c'est le héros moderne ? Populiste, milliardaire. Non, mais je crois qu'on se trompe. On dit c'est un fasciste. Non, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Moi, j'ai vécu là-bas. C'est un pays que je connais vraiment très bien. J'ai enseigné là-bas. Je parle anglais aussi un peu quand même. Et donc, j'ai pu vivre toute cette période où on a assisté à la montée du politiquement correct. C'est le pays du PC, comme on dit aux États-Unis. C'est là qu'il y a eu un féminisme absolument délirant. C'est là qu'il y a eu la montée des droits communautaires, des droits des communautés avec l'affirmative action, la discrimination positive. Et donc c'est le pays du politiquement correct. Or ce que fait sauter Trump aujourd'hui, c'est ce politiquement correct. Donc il insulte les intervieweuses blondes et il dit on va coller un mur entre nous et le Mexique. Mais est-ce que c'est raisonnable ? Non, c'est pas du tout raisonnable. Mais simplement il y a une prime extraordinaire à ceux qui osent, qui ont le courage de lever le voile du politiquement correct. Alors ça leur suscite en quelque sorte des soutiens presque fanatiques et des haines tout aussi inextinguibles. Mais c'est le principe du rapport entre politiquement correct d'un côté, c'est-à-dire l'étouffoir, le couvercle sur tout ce que les gens ont envie de dire, parce qu'ils en ont marre du féminisme, ils en ont marre des droits communautaires, et donc, etc. Le grand argument qu'on donne aux gens dans ce combat, c'est de dire, au fond, je suis milliardaire, donc moi j'ai fait une vraie réussite, et c'est à cause ça, de c'est notre aspect. Ah oui, mais c'est ça qui valide ça, son combat contre l'opposition. Mais ça, c'est la deuxième corde, si je puis dire, à son arc ou à son arbalète, c'est que, évidemment, aux États-Unis, pays quand même très largement protestants, contrairement à nos pays quand même très largement catholiques en Europe, et surtout en Europe du Sud, la réussite sociale n'est pas un handicap. C'est au contraire, même d'un point de vue théologique, dans une atmosphère, si je puis dire, dans une culture protestante ou juive, eh bien, la réussite sociale est perçue comme le fait que Dieu ne vous en veut pas. Et donc, c'est un plus, c'est pas un handicap. En France, évidemment, c'est un handicap. Un milliardaire qui se présenterait, ce serait le baltrap. Bon, d'ailleurs, on a bien vu avec Nicolas Sarkozy, comme il regrette d'être allé sur un yacht de milliardaire. C'est déjà suffisant pour vous plomber. Alors qu'aux États-Unis, encore une fois, pour des raisons théologiques de fond, culturelles de fond, la réussite sociale est plutôt un signe d'élection. Donc vous n'êtes pas un garçon inquiet, parce que vous dites finalement, ça pourra pas être pire que Reagan. Ah si, non, j'explique les origines de son succès. Mais ça veut pas dire que je suis pas inquiet, parce que le type est quand même catastrophique, il est calamiteux. Hein, c'est pas du tout une excuse que je donne, c'est une explication, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qu'il a de plus calamiteux que Reagan ? C'est qu'il va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire que lui, il va carrément lever le voile. Il lève le voile du politiquement correct. Mais il faut que ceux qui nous écoutent aient quand même conscience de ce qu'était le politiquement correct. Moi, j'ai fait en 89 une série de conférences aux États-Unis, invité à parler de la Révolution française. C'était le bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, j'ai fait des conférences sur la Déclaration des droits de l'homme. Les Women's Studies, les féministes des universités m'ont interdit d'appeler ma conférence sur la Déclaration des droits de l'homme, alors que ça portait précisément sur la Déclaration des droits de l'homme, parce que je n'avais pas le droit de dire droits de l'homme. Il fallait que je dise droits humains. Et donc, ma conférence a été interdite à cause de ça. Souvenez-vous qu'il y avait des ovariums de philosophie, pour ne pas dire séminaire, parce que séminaire, c'était mâle, et ovarium, les ovaires, c'était féminin. Donc, les féministes mettaient des ovariums de philosophie. Trump est le symptôme de ça. De quoi il est le symptôme du fait qu'il fait exploser ça. Et mille autres choses, avec l'affirmative action pour les minorités, pour les Noirs, pour les... Et vous avez même aux États-Unis, moi, on m'avait proposé d'être professeur à Princeton, et j'avais regardé les formulaires d'application, comme on dit aux États-Unis. Il y avait des minorités sous-représentées et des minorités sur-représentées, c'est-à-dire les Asiatiques, over-represented minorities. Et donc, on est là dans un système qui était devenu complètement fou du point de vue politiquement correct, et au fond, Trump, il est le premier à oser lever ça. Encore une fois, c'est pas du tout une excuse, mais ça explique à la fois le soutien qu'il reçoit et la haine qu'il suscite. Pendant ce temps-là, ce pays, traditionnel. D'accord, mais ce pays dont vous dites qu'il est en train un peu de marcher sur la tête, même en expliquant ce qui se passe exactement, c'est quand même le pays de la numérisation de l'économie mondiale. Oui. C'est-à-dire que ça ne les empêche absolument pas ni de faire des affaires, ni de réduire le chômage, bien que toutes les statistiques là-bas soient un peu biaisées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage qui ne sont pas dans les statistiques. Mais en tout cas, la révolution numérique, elle est née là-bas. Celle qu'on prend de plein fouet. Exactement. Les GAFA sont américains. Google, Apple, Amazon et Facebook, et on pourrait en rajouter beaucoup d'autres. Mais le cœur du cœur de l'économie numérique, de l'économie digitale, mais aussi de l'ubérisation du monde, c'est américain. Et donc,
pratiquement toute l'innovation innovante vient des États-Unis. Alors, on confond très souvent en France uberisation et digitalisation, numérisation. C'est tout à fait différent. L'uberisation, on le voit bien avec les taxis aujourd'hui, c'est au fond un nouveau marché qui consiste à mettre des biens personnels sur le marché de particulier à particulier. Par exemple, si je deviens chauffeur chez Uber, je mets ma voiture perso, je la mets dans le circuit du transport parisien, par exemple, à Paris, puisque c'est à Paris qu'on a les plus grandes manifestations contre les taxis. Si vous prenez Airbnb, c'est exactement la même chose. Airbnb, je mets mon appartement privé dans le marché de particulier à particulier et je court-circuite les professionnels de la profession. C'est en l'occurrence les taxis d'un côté ou les hôtels de l'autre. Or, l'ubérisation attaque les métiers, la digitalisation attaque les tâches, c'est pas la même chose. La digitalisation, la numérisation, elle va attaquer toutes les tâches répétitives. Par exemple, nos secrétaires, il y a 15 ans, elles faisaient un répertoire à la main. Elles recopiaient votre répertoire de téléphone à la main. Aujourd'hui, ça se fait en un clic, en une seconde, même pas une seconde, avec un ordinateur. Donc la digitalisation, elle va supprimer toutes les tâches automatiques, mais pas les métiers. Le métier de secrétaire ne disparaîtra pas. Et donc, il y a une étude de McKinsey qui est très intéressante, qui montre qu'en fait, seuls 10% probablement des métiers seront attaqués par l'ubérisation. Et en revanche, beaucoup de tâches automatiques seront attaquées par la digitalisation. C'est pas la même chose. Mais ça, on va le vivre de plein fouet. Il faut s'y adapter. Tout à l'heure, Frédéric Lefebvre disait finalement tout ça, c'est très inquiétant sur le plan de l'emploi. Et je me souviens, pas du tout. Mais je me souviens d'un papier il y a 2-3 ans de Serge Dassault à la une du Figaro qui disait vous devriez bien. Alors avec évidemment la brutalité. Ils ont le franc-parler qui le caractérise. Ils disaient mais je vois pas pourquoi vous pleurnichez sur le chômage, puisqu'en gros ça va être bien pire quand on va voir arriver les robots et justement l'automatisation de tout. Mais cette thèse est absurde. C'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer simplement, c'est que la logique schumpeterienne va simplement s'accélérer. C'est-à-dire que la destruction d'emplois va aller plus vite, mais la recréation, elle aussi, va aller plus vite. Alors ça posera d'énormes problèmes sociaux, ça j'en suis d'accord, parce que, donnons les chiffres. En gros, il y a 10 000 emplois qui se détruisent chaque jour en France et 9 000 emplois qui se recréent chaque jour en France. Alors on va aller vers 12 000, 13 000, 15 000 peut-être, mais la recréation sera aussi grande que la destruction. Et donc le problème social que ça posera, c'est que, et ça c'est vrai, c'est que les emplois recréés ne sont pas forcément pour ceux qui ont perdu leurs emplois. Par exemple, si les libraires un jour sont plus ou moins détruits par Amazon, ce qui est le cas, comme les disquaires l'ont été, eh bien ça veut pas dire que les libraires retrouveront un emploi chez Amazon, parce que ce seront pas des emplois qui leur sont destinés. Mais au total, le pari schumpeterien, je crois qu'il est juste, c'est que la recréation d'emplois sera aussi grande, sinon plus grande, avec les nouvelles technologies. Elles vont créer énormément d'emplois que la destruction. Simplement, ce ne seront pas les mêmes emplois. Et d'où la question du rôle de l'État là-dedans. Mais dire que la digitalisation ou l'ubérisation vont détruire tous les emplois est idiot. C'est absolument faux. Question, est-ce que vous auriez fait partie d'un comité de soutien à Madame Sauvage? Est-ce que François Hollande a eu raison? Écoutez, je n'en sais rien, je suis assez d'accord, même très d'accord avec ce qu'a dit Guillaume Tabar tout à l'heure. À titre personnel, je suis très content pour elle parce que cette femme a subi manifestement un enfer et que de toute façon, elle n'est pas dangereuse. Elle ne va pas tuer quelqu'un d'autre. C'est de son tortionnaire de mari qu'il s'agissait. Maintenant, ce qui me trouble dans une affaire judiciaire, quand j'ai pas le dossier, c'est si elle a été condamnée 2 fois par un jury populaire, un jury d'assises et des magistrats, donc un mélange de magistrats professionnels et de jury populaire, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Donc je les ai pas, ces raisons. Donc ça me gêne toujours quand on se... la raison, c'est pas de sang-froid comme Truman Capote, c'est le fait qu'elle a délibérément voulu l'assassiner. Non, je suis pas sûr que ce soit ça. C'était pas sous un coup de tête qu'elle a pris cette décision. On peut malgré tout le comprendre. Si ce type est vraiment un salaud, qu'il a laissé un tortionnaire qui a violé ses enfants, je crois que son fils s'est suicidé à cause de ça. Enfin bon, ça je peux tout à fait le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas dans ce cas, c'est la condamnation à 10 ans. Alors est-ce que c'est parce que les avocats ont choisi un mauvais angle en plaidant la légitime défense, qui était idiot, parce que c'est manifestement pas, vous venez de le dire, de légitime défense. Enfin, d'après ce qu'on lit dans la presse, ou est-ce que c'est parce que on a supposé que cette dame n'avait pas alerté suffisamment tôt la police ou les autorités, quelles que soient. Je ne sais pas. Vous voyez, quand on n'a pas le dossier, on se lance à improviser des argumentations sans savoir, et donc ça me gêne toujours. Donc, encore une fois, je signe des 2 mains, content pour elle. Cette dame ne représente aucun danger, et le calvaire qu'elle a subi suffit à ce qu'on soit content pour elle. Mais voilà, j'aurais voulu en savoir plus, parce que
cette condamnation, cette double condamnation à 10 ans ferme me paraît quand même supposer quelque chose qui nous manque. Vous avez parlé du livre de Nicolas Sarkozy, c'est la semaine dernière. Vous l'avez lu depuis ? Non, moi je lis pas les livres politiques, D'accord. jamais. Enfin, je suis désolé, mais j'ai trop de choses à faire, trop de choses à lire qui m'intéressent pour lire les livres politiques, qui ne m'intéressent pas. Il y en a encore un, celui de Taubira. Est-ce que ça vous paraît bizarre Ça, je lirai pas non plus. Je vous dis très franchement. Vous savez, j'ai pas encore lu tout Flaubert, j'ai pas encore lu tout Stendhal, ou presque tout. Si j'ai lu tout Hegel et tout Kant et tout Nietzsche, mais enfin, il me reste encore beaucoup de classiques à lire. Et puis il y a quelques romans contemporains que j'adore, comme les livres d'Emmanuel Carrère, voilà. Et donc, soit je lis, ou Kundera, ou Philippe Roth, donc, quand j'ai le temps de lire, et je lis énormément, y compris des romans, je lis des vrais livres, mais les livres politiques, ça ne m'intéresse pas. Question, est-ce que vous considérez que François Hollande va pouvoir échapper à des primaires à gauche ? Parce que visiblement, c'est en train de se resserrer sur lui, cette histoire. Tous ses proches sont en train de lui dire « Mais non, c'est pas possible. Ouais. On a entendu Le Drian ce week-end, ça paraîtrait aberrant. Il est président d'exercice. C'est le chef des armées, il a autre chose à faire, etc. » Sauf que, on est en train de se demander si c'est pas exactement le contraire qui va se passer. Parce que plus il sera faible, moins il pourra échapper aux primaires. Ce qui est très clair, c'est que c'est une machine de guerre contre lui. L'idée des primaires qui a été soutenue dans une pétition publiée par Libération, je crois il y a une semaine à peu près, quelque chose comme ça, ou 10 jours, c'est une pétition de la gauche de la gauche. Et donc c'est une machine de guerre contre Valls, Hollande et Macron. Et donc, bien sûr, ce sera très difficile à éviter. Et bien sûr aussi, les porte-flingues de Hollande, donc ses proches sont obligés de dire que c'est ridicule, qu'il est le candidat naturel, que étant le président de la République, c'est à lui de se présenter. Mais enfin, vu qu'il a toujours dit que la courbe de chômage devait s'inverser pour ce qui se présente, vu qu'elle s'est pas du tout inversée, que ça ne cesse d'augmenter, en même temps que les déficits publics, c'est vrai qu'il aura un sacré problème. Question, est-ce que vous considérez qu'il est normal de recevoir après l'Iranien Castro ? Non, je trouve que ça commence à être... Enfin, je veux bien que ce soit normal de recevoir parce qu'on est dans une logique commerciale et qu'il y a des intérêts commerciaux de la France. Bon, mais cette passion pour Cuba est quand même, dans la gauche française, est quand même un truc délirant depuis les années 70. Enfin, on a idéalisé cette Castro et cette espèce de communisme cubain qui a été une véritable horreur, qui a été une atrocité. C'est des milliers de morts, c'est des gens brisés, ça a été une catastrophe économique, la misère absolue dans ce pays. Bon, et donc je trouve que la gauche française s'est vraiment déshonorée sur l'affaire de Cuba et que le fait qu'on rejette Poutine depuis des années, mais qu'on adore Cuba, me paraît complètement ridicule. Et donc je trouve que cette Cuba-mania est quand même assez grotesque. Donc je n'ai jamais compris véritablement ce qui avait enthousiasmé tant d'intellectuels français et de politiques de gauche dans cette affaire de Cuba, qui encore une fois était l'histoire d'une horreur absolue et d'un échec total. Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Merci Luc, passez la meilleure journée possible. Vous avez besoin de vous soigner. Merci Guillaume. Vous toussez, vous chouinez. Mais oui, un peu malade. 8h56, la bourse avec Sylvie Aubert dans un instant.